Ma petite amie m'a accusé de câlin forcé pour couvrir sa tromperie et ma famille m'a abandonné, mais maintenant mon procès contre eux sera aussi mené de force par mon avocat. Ceci est un conte jetable. Si vous vous demandez pourquoi il y a si peu de contexte, c'est parce que je déteste repenser à cette situation désastreuse. Je vais donner une description très brève pour expliquer pourquoi tout cela est si important pour moi. Mon ex-petite amie m'a trompé, et après que je l'ai découverte et confrontée, elle a paniqué et a dit à presque tout le monde que je l'avais violée pour couvrir son infidélité. J'ai été arrêté pendant l'enquête. Cependant, j'ai été relâché car il n'y avait aucune preuve. Mes parents m'avaient déjà renié, et la plupart de mes amis s'étaient éloignés de moi. Je n'ai même jamais été déclaré non coupable par un jury, donc mes parents ont continué à croire que j'étais un violeur qui avait simplement eu de la chance. Mon meilleur ami a commencé à m'aider en secret et je me suis enfui. Je n'avais rien à perdre, puisque personne ne voulait de moi ni ne voulait m'approcher. Mon université m'a interdit d'assister aux cours, ils m'envoyaient seulement les devoirs par email et me convoquaient pour les examens. Je suis allé aussi loin que possible de cette ville et ai trouvé un appartement après avoir fait des petits boulots pour gagner un peu d'argent. J'ai réussi à me stabiliser un peu. J'ai décidé de changer de nom après un certain temps, parce que je ne supportais plus de le voir, pour des raisons que je ne comprends pas encore entièrement. Ça m'a aidé à repartir de zéro, et je me suis fait de nouveaux amis en retournant à l'université. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais criblé de dettes et incroyablement pauvre, avec le recul. J'ai terminé mon diplôme d'enseignement et je suis parti vivre très loin, dans un pays à l'autre bout du monde, où je vis aujourd'hui. J'ai trouvé un bel appartement et je me suis installé dans mon nouveau travail. Finalement, j'ai rencontré une femme qui est devenue ma femme actuelle. Au début, je ne pouvais pas lui faire confiance, mais en voyant à quel point elle était patiente avec moi, je sursautais si elle essayait de me toucher ou je devenais nerveux lorsqu'elle s'approchait trop, je suis tombé profondément amoureux d'elle. Elle a fini par donner naissance à nos jumeaux, une fille et un garçon, que j'adore et que je défendrai jusqu'au bout de l'univers. Sa famille s'est très vite habituée à moi. Même si j'étais un étranger et pas très digne de confiance au premier abord, ils m'ont bien traité, et d'une certaine façon, je me suis souvenu de ce qu'est une famille aimante. Maintenant je vis dans une belle maison avec mes enfants et ma femme, et nous sommes très heureux. C'était jusqu'à hier soir. Je jouais à la PlayStation avec mon fils pendant que ma femme et ma fille étaient dans le jardin. On a frappé à la porte et, à ma grande surprise, c'était mon père. Il a esquissé un sourire faible et a commencé à parler, mais j'ai claqué la porte si fort que ça a effrayé mon fils. Je l'ai conduit dans sa chambre et j'ai demandé à ma femme d'emmener notre fille dans la sienne. Elle était vraiment secouée, tout comme moi. Mon père continuait de frapper, et à ce moment-là, je me suis effondré. Ma femme m'a réconforté puis a ouvert la porte pour moi. Elle a demandé qui il était, et il a dit qu'il était mon père. J'avais donné à ma femme un vague aperçu de mon passé, et elle s'était toujours sentie mal pour moi. Il était évident qu'elle était furieuse, et à juste titre, et elle s'est mise à crier sur mon père pour m'avoir abandonné, etc. Après qu'elle se soit calmée, je lui ai dit de le laisser entrer et d'aller rester avec les enfants pour les occuper pendant que je lui parlais. Il m'a dit qu'il avait rendu service à mon ex en supprimant des choses de son téléphone, et en effaçant certains messages, il était tombé sur une conversation entre elle et le gars avec qui elle m'avait trompé. En gros, elle disait à quel point elle se sentait coupable d'avoir ruiné ma vie et qu'elle voulait tout annuler. Mon père ne l'a pas confronté, car il n'était pas prêt à revivre une situation qui était pour lui morte, mais il a commencé à me chercher discrètement pour me dire qu'il me croyait. Je n'ai aucune idée de comment il m'a trouvé, mais je m'en fiche, parce qu'il est là. Maintenant vient la partie où j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envisagé mes options en marchant sans but dans quelques rues, et j'en suis arrivé à quelques conclusions possibles, mais je ne sais pas quelle est la meilleure décision. Le rejeter et lui dire de retourner dans notre pays et de me laisser tranquille. Me réconcilier avec lui et le dire à ma mère. Si vous avez une meilleure option, dites-le moi. Je suis très stressé et je pense prendre un jour de congé demain. Mon père est dans un appartement près d'ici, donc j'irai probablement là-bas pour lui donner ma réponse. Merci d'avance. Mise à jour 1. Désolé de n'avoir rien dit dernièrement, mais j'ai décidé de ne pas me réconcilier avec mon père. Je n'ai tout simplement pas trouvé en moi la force de lui pardonner. Certains d'entre vous voudront peut-être savoir comment tout cela s'est déroulé, alors voici ce qui s'est passé le lendemain de mon message. Je suis allé à l'hôtel de mon père et je lui ai dit que je ne me réconcilierais pas avec lui ni quoi que ce soit de ce genre. Il avait des larmes aux yeux, mais il a compris. Il m'a dit qu'il avait tout raconté à ma mère et qu'il avait coupé tous les liens avec mon ex, la retirant complètement de la famille. J'ai demandé pourquoi ils étaient encore en contact, comme beaucoup d'entre vous se le demandaient, et il a répondu qu'apparemment elle se sentait trop coupable pour complètement les laisser partir. Je ne suis pas très enclin à croire cela, tout comme beaucoup d'entre vous, mais c'est une fermeture suffisante pour moi. Apparemment, ma mère n'a pas bien pris la nouvelle et a essayé d'obtenir mon numéro, mais mon père ne l'a pas permis. Je ne sais pas à quel point je peux croire tout ça, car j'ai l'impression que la plupart de tout cela n'est qu'une stratégie pour me ramener dans leur vie. Mais après avoir été jeté dehors comme un chien enragé, cela me dégoûte simplement. Mon fils m'a demandé qui était à la porte, mais je lui ai dit que c'était un collègue.
Je prévois de raconter un jour à mon fils et à ma fille ce qui m'est arrivé lorsqu'ils seront plus grands ou traverseront des moments difficiles, pour qu'ils sachent que je les comprends. Nous allons bien. Ça m'a un peu affecté, mais j'espère que mon père tiendra parole et gardera ma nouvelle vie secrète. Si quelque chose d'autre arrive, je vous le dirai, mais je pense que l'affaire est réglée pour l'instant. Merci beaucoup pour votre soutien et vos mots gentils. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu, soyez là pour lui. On ne peut pas simplement les jeter à la rue. Restez toujours à leur côté et assurez-vous qu'ils soient heureux, même s'ils doivent aller à l'autre bout de la planète pour y parvenir. Mise à jour 2. Pour donner plus de contexte, puisque des gens l'ont demandé, je vais partager plus de détails sur ce qui s'est passé. J'ai grandi dans une famille parfaitement normale, de classe moyenne. J'ai eu une bonne éducation et une bonne vie. Puis j'ai eu une petite amie, et au début, c'était incroyable. Nous avions beaucoup de loisirs en commun et nous nous entendions très bien. Mais j'ai découvert qu'elle me trompait et, avant que je puisse la sortir de ma vie, elle m'a menacé de dire à tout le monde que je l'avais violée. Je pensais qu'elle bluffait, mais elle l'a vraiment fait, et mes parents m'ont renié. J'ai été relâché faute de preuves, mais je n'ai jamais été jugé ni acquitté. Donc, mes parents ont supposé que j'étais un violeur qui s'en était sorti. J'ai décidé de repartir de zéro. Je suis resté chez mes meilleurs amis pendant un moment, puis j'ai récupéré des copies de tous mes documents importants et je me suis enfui. J'ai obtenu mon diplôme d'enseignant et j'ai déménagé dans un autre pays, où j'ai rencontré ma femme et où nous avons eu des jumeaux, une fille et un garçon. Je vivais en paix jusqu'à ce que mon père me retrouve, et cela a déclenché une chaîne d'événements qui a conduit à ce poste. Récemment, j'ai eu un incident avec ma famille concernant une promesse rompue. Je suis devenu extrêmement en colère et, après réflexion, j'ai décidé de les confronter directement. Je suis retourné dans mon pays d'origine et j'ai rencontré toutes les personnes impliquées, ma mère, mon père, mon frère, et même la fille qui m'avait accusé. J'étais nerveux, bien sûr, mais j'ai été surpris de réaliser que je ne les considérais plus comme ma famille. Je les reconnaissais, bien sûr, mais je ne les voyais pas comme je vois ma femme, mes enfants et ma belle famille. Ma mère a commencé à pleurer et à essayer de s'excuser. Je n'ai ressenti que du dégoût. Mon père la consolait, et mon frère a été le seul à garder son calme et à commencer la conversation. Il m'a demandé comment j'allais, et je lui ai dit d'arrêter les banalités, que cette rencontre se faisait selon mes conditions. Je leur ai dit que je ne cherchais pas la réconciliation, je voulais juste une clôture. J'ai été clair, si quelqu'un essayait de me poursuivre ou de me recontacter, j'appellerais la police. J'ai demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient abandonné si vite, même lorsque la police avait dit qu'il n'y avait aucune preuve. Ils ont répondu qu'ils avaient pris une décision hâtive et que me voir en garde à vue leur avait brisé le cœur. Je les ai confrontés sur le fait qu'ils n'avaient pas essayé de me défendre ni de me soutenir. Puis j'ai demandé ce que beaucoup soulignaient dans mon premier post, comment mon père avait vu les messages dans le téléphone de mon accusatrice. Il a dit qu'elle était venue lui demander de supprimer des choses non essentielles de son téléphone, et c'est là qu'il avait vu les discussions. Mon père a toujours été doué avec la technologie, donc même si ce n'était pas totalement satisfaisant, j'ai accepté. Ensuite, j'ai demandé à mon frère pourquoi il n'avait jamais essayé de me contacter. Il a été surpris et a dit qu'il l'avait fait, mais que je l'avais ignoré tout ce temps. Il avait raison. Mon frère avait essayé de me contacter des centaines de fois et avait même voulu m'envoyer de l'argent pour m'aider à me remettre sur pied. Il se demandait pourquoi je ne répondais jamais et avait fini par penser que je le détestais pour tout ce qui s'était passé. Et puis, cerise sur le gâteau, ma mère avait bloqué tous mes contacts sur tous ses forfaits téléphoniques, puisque c'est elle qui payait son ancien forfait. Donc je ne pouvais pas recevoir de messages ni d'appels, même quand j'en avais désespérément besoin. Et enfin, le sommet de l'absurdité, mon ex. D'abord, je lui ai demandé pourquoi elle avait vraiment fait ça. Elle a dit qu'elle avait eu peur de ce qui pourrait arriver et qu'elle ne m'avait jamais cessé de m'aimer, même durant tout ça. Elle a dit que chaque séance de thérapie la faisait se sentir plus coupable, parce qu'elle savait que tout était un mensonge. Puis elle m'a dit qu'elle n'avait fréquenté personne depuis, espérant que je reviendrais pour qu'elle puisse s'excuser. Comme si un désolé pouvait remonter dans le temps et tout réparer. Apparemment, c'était aussi un mensonge, parce que mon père avait trouvé des conversations avec 3 partenaires différents qu'elle avait eus pendant mon absence. Mon ex s'est effondré en larmes et a essayé de prendre ma main. Elle a eu le culot de demander une seconde chance. Cela m'a rempli de ressentiment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à leur montrer des centaines de photos des moments importants de mes enfants et des bons moments avec ma famille, nos sorties en ville, leurs premiers jours d'école, dans les bras de ma femme et les miens. J'ai dit à mon ex que c'était ce qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas été aussi stupide, et j'ai dit à mes parents tout ce qu'ils avaient raté en refusant même de m'écouter. Il y a eu un moment où j'ai pensé que j'étais allé trop loin, mais ensuite je me suis rappelé que, comparé à ce qu'ils m'avaient fait, je ne l'étais pas. La visite n'a pas été entièrement misérable, parce que j'ai revu mon ancien meilleur ami et sa famille. Ils étaient heureux de me voir, et je suis encore reconnaissant qu'ils m'aient accueilli quand j'avais l'impression que le monde entier m'était hostile. Je prévois de retourner dans mon pays un jour pour montrer à mes enfants d'où vient la moitié de leur culture, mais je ne les laisserai jamais s'approcher de ma famille. Pour moi, ma seule famille, c'est ma femme, sa famille et mes enfants. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé.
Et dit, puisque certains l'ont demandé, j'ai décidé d'autoriser mon frère à prendre l'avion pour rencontrer sa nièce et son neveu. Cela m'est complètement sorti de la tête de le mentionner dans le post, toutes mes excuses. J'ai hésité au début, parce que mon frère et moi n'avions pas une très bonne relation en grandissant, la rivalité fraternelle classique. Mise à jour 3. Mon frère a rencontré mes enfants. Donc, comme je l'avais dit, j'ai laissé mon frère venir rencontrer mes enfants. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête, j'y ai réfléchi pendant des semaines. Plus je relisais les vieux messages, ceux que je n'avais jamais vus à cause de notre mère, plus ils me touchaient. Je pensais, bon sang, il a vraiment essayé. Je ne m'y attendais pas. À l'époque, je pensais que tout le monde m'avait abandonné, donc ça ne m'a même pas traversé l'esprit de vérifier ou de chercher la vérité. J'ai juste disparu. Mode survie. Donc oui, après cette visite chez moi, où j'ai essentiellement brûlé tous les ponts avec nos parents et humilié mon ex avec des photos de ma vraie famille, je lui ai dit qu'il pouvait venir nous voir. Sans trop réfléchir, je lui ai juste dit, tu veux rencontrer ta nièce et ton neveu? Alors viens, mais tu ne restes pas chez moi et on ne fait pas de réunion de famille. Il a accepté. Il est arrivé 2 semaines plus tard. Je suis allé le chercher à l'aéroport avec ma femme dans la voiture. C'était gênant. Je ne vais pas mentir et dire qu'on s'est pris dans les bras en pleurant, comme les gens s'y attendent. C'était bizarre. Il me regardait comme si j'étais un fantôme. Je le regardais sans savoir si je devais le frapper ou lui serrer la main. On n'a fait ni l'un ni l'autre. On a simplement hoché la tête et on est monté dans la voiture. Le trajet a été plutôt silencieux. Ma femme a essayé de maintenir la conversation, que Dieu la bénisse. Elle a posé des questions sur le vol, la météo là-bas, ce genre de choses. Il a répondu avec des phrases courtes et polies. Je l'ai vu me jeter plusieurs coups d'œil, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne savait pas si ça allait me déclencher. Quand nous sommes rentrés à la maison, les enfants étaient dans le salon en train de jouer au Lego. Ma fille a été la première à nous voir. Elle a couru vers nous en criant qu'elle avait construit un château maison et que je devais venir le voir immédiatement. Mon fils a suivi, un peu plus timide, jusqu'à ce qu'il remarque qu'il y avait quelqu'un de nouveau dans la maison. Mon frère s'est figé. J'ai dit, les enfants, voici votre oncle, le frère de papa. Ils l'ont regardé. Puis ma fille s'est simplement avancée et a dit, tu es l'oncle de l'avion, et il a fait le premier vrai sourire que je lui avais vu. Ensuite il a dit, oui, c'est moi, et elle lui a pris la main pour le tirer vers le tas de Lego. Mon fils les a rejoints 1 minute plus tard, et comme ça, la tension s'est brisée. Nous nous sommes assis sur le canapé pour les regarder. Ma femme est allée préparer du café pour nous laisser un moment seuls. Mon frère m'a enfin regardé et m'a dit, ils sont incroyables. Je ne savais pas si tout ça était réel, mais ça l'est. Je lui ai répondu que oui, c'était ma vie maintenant. Ma famille, mon monde, et aucun d'eux n'existait quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. Il avait l'air d'avaler une brique. Il a simplement dit, je sais. Je sais que j'aurais dû faire plus. Puis il m'a expliqué quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il avait essayé de me retrouver bien avant que papa voie les messages de mon ex. Apparemment, il avait engagé quelqu'un pour me rechercher en ligne, vérifier des bases de données, tout ça. Ils n'ont rien trouvé. Le changement de nom l'avait complètement déstabilisé. Il ne savait même pas que j'avais quitté le pays avant il y a quelques années. Il a dit qu'il avait fini par abandonner. Il croyait que je ne voulais pas être retrouvé, que je le détestais. Et honnêtement, il n'avait pas tort. Je le détestais, pendant longtemps j'ai détesté tout le monde. Nous n'avons pas eu une grande conversation émotive ou quoi que ce soit du genre. Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé, pas tout. Je lui ai épargné les détails sur le fait de dormir par terre et de manger des nouilles de supérette pendant 1 an. Mais je lui ai parlé des années après l'explosion, de la fuite, de la cachette, du changement de nom, du fait de n'avoir personne ni rien, et de comment, d'une certaine manière, ça m'avait donné la page blanche dont j'avais besoin. On voyait qu'il ne savait pas comment réagir. Il n'y a pas de bonne manière de répondre quand ta propre famille t'a traité comme un monstre et que tu as dû t'effacer du monde pour survivre, alors il n'a rien dit. Il est simplement resté là à regarder mes enfants construire un bateau Lego et se disputer sur la couleur de la voile. Ce soir-là, nous avons dîné à la maison. Ma femme avait fait la recette de curry de sa mère et nous avons mangé tous ensemble. Les enfants n'arrêtaient pas de parler à mon frère. Ils ont inventé une histoire où il était un chevalier secret venant d'un château, et il a joué le jeu. Il était vraiment doué avec eux, mieux que ce que j'attendais. À un moment, ma fille s'est assise sur ses genoux et lui a demandé s'il pouvait venir chaque semaine, et j'ai vu son visage se crisper comme s'il allait craquer. Mais il a tenu bon. Après que les enfants soient allés se coucher, nous avons bu quelques bières sur la terrasse. Il s'est excusé encore une fois, mais cette fois plus sérieusement. Il a dit qu'il ne s'était jamais pardonné de ne pas s'être battu plus fort, que lorsque j'avais disparu, c'était comme si une partie de lui disparaissait aussi. Il a admis qu'il avait eu peur. Il a dit que maman contrôlait tout, l'argent, la maison, même son fichu forfait téléphonique. Il a dit qu'il avait été un lâche, et il l'a probablement été. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Je ne lui ai pas dit, tout va bien maintenant, ni fait semblant que nous étions redevenus les frères que nous étions autrefois. Je lui ai simplement dit, tu es venu. C'est plus que ce que les autres ont fait. Il est resté 3 jours, a emmené les enfants à l'aquarium un après-midi,
à jouer aux jeux vidéo avec mon fils, à laisser ma fille lui peindre le visage en papillon. Il ne s'est pas comporté comme un invité. Il s'est comporté comme quelqu'un qui appartient à cet endroit, et en même temps, comme quelqu'un qui n'y appartient pas, comme quelqu'un qui entre dans un film dont il ne fait pas partie, mais qui voudrait tellement en faire partie. Quand est venu le moment de partir, les enfants étaient dévastés. Ma fille a pleuré. Mon fils s'est accroché à lui en disant « Pars pas encore ». C'était difficile à regarder. À l'aéroport, juste avant d'entrer dans la zone de sécurité, il s'est tourné vers moi et a dit « Je sais que je ne peux rien réparer, mais si tu me laisses faire partie de leur vie, je ferai tout bien cette fois. » Pas de mensonge, pas de silence. Je n'ai pas dit grand-chose, juste hoché la tête. Maintenant il est reparti, mais cette fois c'est différent. Il m'envoie des messages presque tous les jours, envoie de petits cadeaux. Il apprend leur langue pour pouvoir mieux leur parler. Il a même commencé une thérapie, il me l'a dit dans un message il y a 2 jours. On verra. Je ne vais pas faire confiance facilement, une partie de moi est encore brisée. J'ai reconstruit trop de choses sur les cendres de mon ancienne vie pour laisser le passé entrer sans réfléchir. Mais peut-être que, juste peut-être, il gagnera sa place. Pour l'instant, les enfants ont un oncle et lui a une seconde chance. On verra ce qui se passera. Bref, c'est la mise à jour. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé à lui laisser une chance. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, mais c'est un petit début, mais un début. Mise à jour 4. Ils ont essayé de se rapprocher de mes enfants, donc j'ai laissé mon frère prendre l'avion pour nous rendre visite. Comme je l'ai dit dans la dernière mise à jour, il a rencontré ma femme et les jumeaux, et tout s'est étonnamment bien passé. Il était prudent avec moi, ne posez pas de questions idiotes et n'essayez pas de ramener le passé à moins que ce soit moi qui le fasse. Il a joué à Mario Kart avec mon fils et a laissé ma fille couvrir ses bras d'autocollants roses. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit en regardant ça, mais je l'ai fait. Pas de la confiance, pas de l'amour, mais quelque chose. Il est resté quelques jours. Nous n'avons pas eu de conversation profonde, mais je l'ai laissé entrer juste assez pour que la visite soit réelle. Mes enfants l'aimaient bien. Ma femme ne le trouvait pas gênant. J'ai même pensé à le laisser revenir pour les fêtes si rien ne tournait mal. Mais bien sûr, quelque chose s'est mal passé. Quelques jours après son départ, je suis rentré du travail et j'ai vu ma fille assise à la table de la cuisine, tenant une enveloppe brillante. Je me suis figé dès que je l'ai vue. Il y avait son nom dessus, son nom légal complet, pas « pour ma petite fille » ou quelque chose de générique. Son vrai nom complet, écrit de la main que je reconnaîtrais entre mille. C'était de ma mère. Je n'ai rien dit. Je me suis approché, j'ai pris l'enveloppe de ses mains et je lui ai dit que je devais la vérifier d'abord. Elle a fait la moue et m'a demandé pourquoi, elle a dit qu'elle l'avait déjà ouverte et qu'il y avait un collier à l'intérieur. Ma femme a levé les yeux de l'évier, en voyant mon visage, a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. J'ai pris la lettre et le collier et je me suis enfermé dans la salle de bain. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une carte, une de ces cartes papillon pastel bon marché avec une écriture cursive kitsch d'un magasin de réduction. Dedans, il y avait le collier, un pendentif cœur en faux or avec un design ridicule, et une note écrite à la main. Je n'avais même pas fini de la lire avant de commencer à trembler. Elle disait qu'elle était désolée pour tout, qu'elle ne voulait pas perdre sa seule chance d'être grand-mère, et qu'elle et mon père suivaient nos vies depuis qu'ils m'avaient retrouvé. Elle disait qu'elle voulait seulement avoir la chance de parler, de rencontrer mes enfants avant qu'il ne soit trop tard, et qu'elle avait envoyé une lettre seulement à ma fille pour ne pas me mettre la pression. Elle pensait vraiment que c'était une bonne idée. D'abord j'ai confronté ma femme, lui demandant si elle avait dit à quelqu'un où nous vivions. Bien sûr que non, je la crois. Elle affronterait un ours à main nue plutôt que de laisser ces gens approcher nos enfants. Ensuite j'ai appelé mon frère. Il avait l'air à moitié endormi quand il a répondu, et je n'ai même pas dit bonjour. J'ai juste demandé s'il avait dit quelque chose à nos parents. Il a juré que non. Il a dit que la seule photo qu'il avait postée était sur son compte privé, une photo floue de la tour Lego de ma fille. Pas de visage, pas de nom, juste des blocs et un pied dans un coin. Il a dit que maman l'avait pressé de questions quand il était revenu, mais qu'il ne lui avait rien dit. Il l'a promis. Je lui ai dit que si je découvrais qu'il mentait, c'était fini. Il n'a pas argumenté, il a juste dit qu'il comprenait. Je le crois en grande partie. Mais quelqu'un a parlé. Je n'ai jamais donné le nom légal complet de ma fille à quiconque en dehors de son école et de la famille de ma femme. Cette lettre n'a pas pu venir de nulle part, quelqu'un a partagé des informations. Ma fille n'arrêtait pas de demander pourquoi j'avais pris sa lettre. Elle disait que le collier était joli et qu'elle voulait le garder. Je ne savais pas quoi lui dire. Je l'ai assise et je lui ai dit que la femme qui l'avait envoyée était quelqu'un que je connaissais quand j'étais jeune et qui n'avait pas la permission de nous contacter. Ma fille m'a demandé si cette femme avait fait quelque chose de mal. J'ai répondu oui. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute, mais que cette dame n'était pas sûre pour nous. Elle m'a demandé si la femme était en prison. J'ai dit non. Elle m'a demandé si cette femme me détestait. J'ai dit qu'elle ne me détestait probablement pas, mais que ce n'était pas important. Ce qui importait, c'était que notre famille, c'était maman, papa, elle et son frère. Juste nous 4. Elle est restée silencieuse un moment, puis m'a dit d'accord et est retournée regarder son dessin animé.
J'ai attendu que tout le monde soit endormi et je suis sorti brûler la lettre et le collier. Je n'ai rien gardé. Je ne voulais même pas les jeter à la poubelle au risque de les revoir par accident. Le lendemain matin, j'ai loué une boîte postale privée dans un autre district. J'ai aussi appelé l'école des enfants pour faire mettre une note à notre dossier, aucune visite ou retrait non prévu ne doit être autorisé, jamais. J'ai envoyé un message à mon frère en lui disant qu'à partir de maintenant il ne pouvait plus rien poster, même pas des silhouettes ou des photos floues des enfants. Il a accepté sans discuter. Je n'ai rien entendu d'autre depuis, mais je sais que ce n'est pas fini. Je connais ma mère et sa façon d'être lorsqu'elle pense qu'on lui doit quelque chose. Je n'ai aucun doute qu'ils essaieront encore. Peut-être quelque chose de pire la prochaine fois. J'ai dit à ma femme que si jamais il se présente à nouveau, on appelle la police immédiatement. Peu importe si ce n'est qu'une lettre ou un coup à la porte, pas d'avertissement, pas de deuxième chance. Elle est d'accord. C'est la dernière fois que je laisse une partie de mon ancienne vie toucher cette nouvelle version de moi. Pour ceux qui demandent pourquoi je ne peux pas simplement tourner la page, ou qui disent que je dramatise ou que je suis rancunier, voilà votre réponse. J'ai été accusé de viol, pas en privé, pas dans une dispute de couple, mais publiquement, par quelqu'un que j'aimais. Elle l'a dit à mes amis, à ma famille, à mon université. Elle a raconté partout que je l'avais violée juste pour cacher qu'elle m'avait trompé. Et au lieu que ma famille demande ce qui s'était passé, ils m'ont jeté dehors comme une ordure et ont dit à tout le monde que j'étais un monstre. Ils ne sont jamais venus me voir quand j'étais en garde à vue, n'ont jamais appelé. Ils n'ont même pas envoyé un seul message pour demander si c'était vrai. Ils n'ont pas attendu de preuves, n'ont pas écouté ma version. Ils m'ont rejeté comme si j'étais contaminé. J'ai tout perdu. Mes études ont été détruites, mon nom ruiné. J'ai passé les meilleures années de ma vie à me cacher, à travailler dans n'importe quel petit boulot, à changer d'identité et à apprendre à vivre avec des crises d'angoisse. J'ai dû reconstruire une vie entière depuis zéro, dans un autre pays, sous un autre nom, juste pour redevenir humain. Alors non, je ne vais pas passer à autre chose, juste parce qu'ils se sentent mal aujourd'hui. Le regret n'efface rien. Dire « je suis désolé », après avoir contribué à me détruire ne leur donne pas droit à une seconde chance, pas après tout ça. Ils n'ont aucun droit d'accéder à la vie qu'ils ont refusé de croire que je pourrais un jour avoir. Ils n'ont pas le droit de jouer les grands-parents après avoir essayé de m'enterrer vivant. Mise à jour 5. J'espère que vous pourrez me pardonner de ne pas avoir donné de nouvelles depuis longtemps, mais certaines choses qui se sont passées étaient très graves, en plus d'un voyage dans mon pays d'origine pour régler certaines affaires. Je vais commencer par le plus grave. Certains commentaires m'ont encouragé à demander une ordonnance d'éloignement contre mes parents, mais plusieurs problèmes sont apparus. D'abord, dans mon pays de résidence actuel, il n'existe pas vraiment quelque chose comme une ordonnance d'éloignement au sens strict, il y a un équivalent, mais il ne s'applique pas dans les cas impliquant des étrangers comme mes parents. Ici, la loi gère ce genre de situation en appelant la police et en déposant plainte pour intrusion ou harcèlement. Ils prennent cela très au sérieux, et vous n'avez pas besoin d'une ordonnance d'éloignement. Voici ce qui s'est passé, mes parents ont voyagé ici encore une fois pour tenter de voir mes enfants. Ils ont frappé à la porte un samedi matin. Je ne sais pas si je l'ai senti venir ou si tous et moi m'avaient préparé à ça, mais j'ai demandé à ma femme de prendre les enfants et d'aller dans notre chambre. Quand j'ai regardé par le Judas, je les ai vus tous les deux devant la porte, frappant avec insistance. Je leur ai dit de partir. Ils ont refusé, mais j'avais déjà appelé la police et je leur ai répété qu'ils arrivaient. Ils se sont mis à taper de plus en plus fort, et je ne voulais pas qu'ils cassent la porte ou effraient mes enfants, alors j'ai ouvert. Ce sont deux personnes âgées, ils n'allaient pas me maîtriser physiquement. Ma mère a essayé de forcer l'entrée, mais je l'ai bloqué avec mes bras, tandis que mon père essayait aussi, mais il était retenu par ma lutte avec ma mère dans l'embrasure. La police est arrivée alors que cette scène se déroulait, voyant ce qui était clairement une tentative d'intrusion dans mon domicile. Ils ont été arrêtés et emmenés en détention dans un commissariat ou son équivalent ici. C'est là que les vrais ennuis judiciaires ont commencé pour eux. Ils n'avaient personne pour payer leur caution et ne connaissaient personne localement. Ils ont appelé mon frère pour qu'il prenne l'avion et vienne les aider à être libérés, mais il a refusé. Il m'a appelé pour demander ce qui se passait et je lui ai dit de faire ce qui lui semblait juste. Ce qui était juste, pour lui, c'était de les laisser en prison. Ils ont finalement trouvé un autre parent pour voyager, mais la caution et toute tentative de libération en attendant le procès ont été refusées parce qu'ils étaient étrangers et susceptibles de fuir. Ils ont réussi à engager un avocat avec l'aide de ce parent, il a dû utiliser ses économies pour le voyage et les frais juridiques. Mes parents ont ensuite dû le rembourser. L'avocat leur a obtenu le meilleur accord possible, 6 mois de prison, ce qui correspondait pratiquement au temps qu'ils avaient déjà passé derrière les barreaux entre l'arrestation et le verdict. Après la condamnation, ils n'ont purgé que quelques semaines supplémentaires et ont pu retourner dans leur pays. La partie la plus importante de tout cela, c'est qu'on leur a interdit de rentrer dans le pays où je vis maintenant. C'était la meilleure nouvelle pour moi. Ils ne peuvent pas revenir, à moins de le faire illégalement, ce qui entraînerait une peine beaucoup plus sévère. Je ne pense pas qu'ils oseront après avoir passé 6 mois dans une prison étrangère, mais je pourrais me tromper. Ce n'était que l'une des choses qui se sont produites pendant cette période. Presque au même moment, j'ai reçu un message de quelqu'un affirmant être avocat dans mon pays d'origine.
Je n'ai pas donné beaucoup de détails, mais certains d'entre vous peuvent deviner d'où je viens. Certains mots que j'utilise rendent cela impossible à ignorer si vous êtes de là-bas. Cet avocat m'a dit qu'il pourrait y avoir une affaire contre mon ex si j'avais les messages mentionnant ce qu'elle avait fait, ce que mes parents avaient vu. Non seulement cela, mais je pourrais aussi porter plainte au pénal pour faux signalement. J'avais des doutes. C'était étrange qu'un inconnu me contacte via Reddit, mais j'ai voyagé quand même. Parce que si cette personne n'était finalement pas un avocat fiable, j'en trouverais au moins un autre prêt à prendre mon dossier. Bien sûr, je n'ai pas voyagé à l'aveugle, d'abord j'ai demandé des détails, nous avons parlé au téléphone, et après plusieurs messages et appels, j'ai confirmé qu'il travaillait bien dans son propre cabinet. Quand je suis arrivé, l'endroit m'a encore plus impressionné. Il a pris mon affaire sans me demander d'argent à l'avance, seulement un pourcentage de ce que nous gagnerions dans le procès. C'était difficile de refuser, et à en juger par le bureau, il semblait très compétent. Alors j'ai accepté. Je leur ai donné tout ce que j'avais comme preuve. Le fait que j'ai dû changer de nom et fuir le pays est en soi une preuve des dégâts que mon ex m'a causés. Cela pouvait même s'étendre à mes parents, car ils avaient indirectement participé à la diffamation et au harcèlement, même à travers les frontières maintenant. Apparemment, je peux déposer la plainte depuis mon pays d'origine. Ces choses prennent du temps, donc cela fait quelques mois que c'est en cours. Pour répondre aux questions, je ne sais toujours pas comment ils ont découvert où je vis. Peut-être que nous l'apprendrons un jour au tribunal, ou peut-être jamais, mais si j'obtiens justice, c'est tout ce qui m'importe. Quant à mon frère, je l'ai vu lors de ce voyage, qui n'a duré qu'une semaine. Nous essayons encore de reconstruire notre relation, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Beaucoup de gens me disent que je suis trop dur avec lui, puisque ce que notre mère a fait n'était pas sa faute. Et c'est vrai, mais il n'est pas facile de refaire confiance quand on a vécu ce que j'ai vécu. Il m'a fallu énormément pour faire confiance à ma femme, et elle m'aimait et a travaillé longtemps pour y arriver. Avec mon frère, cela prendra plus de temps. Je n'ai pas emmené mes enfants ni ma femme pour ce voyage, mais je promets que je le ferai un jour, peut-être quand nous aurons le résultat du procès. Mise à jour 6. Nous avons voyagé en famille, le vrai sens de ce mot pour moi, pour assister au verdict dans le procès contre mes parents et mon ex. Mes enfants ne sont pas venus au tribunal ce jour-là puisque mes parents y seraient. Ils sont restés avec mon frère, qui les a emmenés au zoo et mangé une glace pendant que nous étions à un endroit qui aurait été ennuyeux pour eux. Mon ex n'était pas présente. Elle a été reconnue coupable de dépôt de fausses plaintes et condamnée à presque 2 ans de prison, dont il lui reste environ 14 mois à purger. Même ainsi, comme mes parents, elle a été jugée civilement responsable dans ma poursuite. Le tribunal a fixé l'indemnisation à 250 000 $ pour mon ex et 150 000 $ pour mes parents. Compte tenu de leur implication respective, je pense que la différence est juste. Malheureusement, je ne peux pas poursuivre mes parents pour m'avoir tourné le dos, seulement pour les dommages qu'ils ont causés en me diffamant auprès de proches ou d'amis. Mon ex m'a diffamé encore plus gravement, détruisant complètement ma vie à l'époque, et causant bien d'autres préjudices, comme je l'ai décrit dans les postes précédents. Le juge a ordonné la saisie d'une maison héritée, de sa voiture et de ses comptes d'épargne, même si cela ne couvre toujours pas le montant total. Notez que cet argent m'est dû, sans compter les frais juridiques, qui s'élèvent à plus de 45 000 $, partagés également entre mes parents et mon ex. Il reste encore environ 60 000 $ dus par mon ex, qui seront prélevés sur son salaire une fois qu'elle sera sortie de prison. Mes parents, quant à eux, ont déjà payé leur part en totalité. Ce n'est pas une fin heureuse pour moi. L'argent est beaucoup, oui, mais pas assez pour remonter le temps. C'est mieux que d'où je suis parti, mais c'est tout.